Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir deux magnifiques profils. Alors je vous propose et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Abdelslam Jacques Joud, chercheur en intelligence artificielle et directeur de la recherche chez Epinéon. Il prépare une innovation de rupture dans la santé connectée. Son objectif, mesurer la glycémie sans piqûre grâce à l'intelligence artificielle. Rien que ça, mesdames et messieurs, on l'applaudit. On continue avec notre deuxième invitée. C'est une femme, elle s'appelle Aminata Traoré. C'est une enseignante et militante engagée et pour une éducation inclusive et émancipatrice entre la France et le Mali. Elle agit pour l'égalité des chances et notamment à travers cette bibliothèque pour tous. On l'applaudit. Voilà, mesdames et messieurs, les deux profils que nous avons ici sur le plateau de Diaspora Africa. En face de vous, madame et monsieur, vous avez l'équipe chic choc même, à savoir Mister L. Bienvenue à vous, Mister L. Alors, quel est le thème du jour? C'est un petit business dans le domaine du recyclage de textiles en Afrique. Tout à fait. Très intéressant parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement et il y a vraiment un marché, quoi. Exactement. Dynamique africaine, mesdames et messieurs, on essaie de vous donner des tips pour pouvoir vous développer, vous rendre riche sur le continent africain ou ailleurs. Et pourquoi pas le business du pagne, du recyclage du pagne. On continue avec notre cher Baba Dème qui fait briller ces profils qu'on doit absolument connaître. Baba, on vous écoute. Oui, alors aujourd'hui, on va du côté du Sénégal. On va mettre en lumière Amissar Fall qui, depuis plus d'une décennie, essaye de faire de l'engagement des jeunes Africains son leitmotiv. Et elle est la première Sénégalaise à créer un média au Sénégal, tout simplement. Donc, Amissar Fall. Merci. En tout cas, on aura le plaisir de la découvrir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, le programme est dense, mesdames et messieurs. D'autres propositions vous seront faites. Donc, ils font l'Afrique. On va visiter le continent africain. Tour d'Afrique, nous irons en Afrique du Sud où la radiotélescopie Mercat à la pointe de l'astronomie mondiale. Et oui, même en Afrique, ça bouge. Et surtout en Afrique, ça bouge. On va le dire ainsi. Et bien aussi, on aura un pitcher qui s'appelle Ismaël Madiba qui fabrique des pirogues avec des bouteilles recyclées. Voilà, le menu est dense, mesdames et messieurs. Restez avec nous, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur Internet et regardez ce qui se passe. Et oui, on essaye de mettre en avant les Africains, ceux qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Allez, le moment est arrivé de démarrer cette émission. J'espère que vous allez bien, chers invités. Très bien, merci. Très bien. Donc voilà, on va passer 1 heure ensemble, mesdames et messieurs. Soyez prêts. Et moi, je vous propose de voyager. Est-ce que, Abdelslam, il y a un pays que vous aimeriez visiter, que vous n'avez pas encore visité, comme ça? Moi, je dirais plutôt la Grèce. La Grèce, ah, ok. Par rapport à l'histoire. En effet, parmi mes passions, c'est l'histoire et tout ce qui est resté gravé en fait dans les œuvres archéologiques qu'on peut trouver. D'accord. Je pense qu'on a un point commun. Parce que moi aussi, je suis. C'est pour ça que je vais en Égypte bientôt pour découvrir bien sûr les pyramides. C'est un lieu incontournable à visiter. Et donc, je vous pose la même question, Aminata Traoré. Alors moi, j'aimerais bien visiter l'Afrique du Sud. Je n'ai pas encore fait. D'accord. Bon, on ne sera pas très loin. Mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer donc cette émission avec une immersion et nous allons au Lesotho. Ouais, exactement. Lesotho, donc qu'on surnomme le royaume dans le ciel. Je tiens à le dire parce qu'on en parle très peu. C'est un petit pays enclavé au cœur de l'Afrique du Sud. C'est bon, ça vous plaît? Oui. Allez, let's go, c'est parti. Welcome to Africa.
De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau. Et oui, le Lesotho, pays donc très peu connu. Je suppose que personne n'a été dans ce pays ici. Hein. Non, je ne pense pas. Bah, non. Exactement. Mais en tout cas, à découvrir, on voit ces magnifiques paysages. Merci à l'Office du tourisme pour ces images. N'hésitez pas, pour les autres pays, à nous envoyer, bien sûr, vos images. Allez, le moment est arrivé donc d'accueillir à la barre donc, notre chercheur en intelligence artificielle. Il s'appelle Abdeslam Jacques Joud. Allez, à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Joud, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, on le répète, un chercheur en intelligence artificielle et directeur de la recherche chez Epineon. Donc, vous allez nous présenter cela dans un instant et vous préparer une innovation de rupture dans la santé connectée. Donc, notamment, qui va permettre la mesure de la glycémie sans piqûre grâce à l'intelligence artificielle. Alors, première question. Encore une fois, c'est une émission qui met en avant donc, le continent africain. Et donc, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et vous le savez et vous le dites, je suppose qu'il ne faut pas rater donc, cette étape-là, c'est-à-dire le coche de l'intelligence artificielle qui révolutionne le monde aujourd'hui. Et l'Afrique doit s'emparer de cette technologie pour pouvoir être dans le même train que tout le monde. On est d'accord sur cela? Oui, parfaitement. Et je pense que ce n'est pas seulement qu'on doit s'en emparer, on s'en empare déjà. Il y a plusieurs initiatives qui sont lancées partout en Afrique donc dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et même au-delà du domaine de l'intelligence artificielle, moi je dirais jusqu'à... on est déjà en train de regarder les technologies de demain et d'après-demain, notamment l'informatique quantique. Et donc, dans le cadre de Epineon, qui est un studio d'innovation, nous avons travaillé sur comment pouvoir répondre à la problématique des maladies métaboliques à travers une mesure précise de la glycémie dans le sang. Donc notre objectif, c'est de pouvoir nous positionner dans un cadre où nous pouvons vous fournir le moyen de pouvoir suivre les différentes constantes vitales et vous donner les outils nécessaires qui vont pouvoir vous accompagner pour pouvoir aller mieux. Je cite juste que les problèmes métaboliques touchent environ plus de 4 milliards de personnes. C'est énorme. Bien sûr. Et cela, c'est sans parler des conséquences, donc les différents types de diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'impact sur la tension artérielle. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir fournir des solutions hyper personnalisées et vous permettre de prendre les rênes de votre vie et de pouvoir même, oserais-je dire, inverser le processus de vieillissement. Donc voilà, à travers la bonne nutrition. Pour vous, c'est important de faciliter donc, les informations qu'on récolte concernant notre santé pour pouvoir anticiper éventuellement les maladies qui pourraient arriver. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on doit forcément aller dans un laboratoire pour avoir les informations, etc., qui peuvent prendre du temps, qui peuvent faire mal aussi, qui peuvent être douloureux, qui peuvent repousser certaines personnes, eh bien, ça rend finalement les détections de maladies un peu plus difficiles et pas assez précoces. Donc finalement, ces solutions connectées, c'est ça, c'est rapprocher la santé des gens, des humains, tout simplement. Exactement, exactement. C'est vraiment bien dit. Et le problème fondamental auquel nous faisons face actuellement, c'est l'inexactitude des relevés. Et donc nous, on s'est mis pour mission de pouvoir nous rapprocher au maximum des valeurs qui vont être données par un laboratoire en ce qui concerne l'analyse de sang. Donc, et tout ça sans piqûre. Parce que pour nous, pour des gens qui ne sont pas chercheurs, et qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle ou quantique, on se dit, mais comment on peut être plus précis que la prise de sang, que la petite piqûre, etc., grâce à l'IA? Expliquez-nous. On ne peut pas être plus précis que l'analyse de sang. D'accord. Voilà. Bon. Donc, mesdames et messieurs, ça, on l'a compris. Voilà. Biologiquement, ce n'est pas possible. D'accord, très bien. Mais... Peut-être pas encore. Mais en tout cas,
donc je réitère et je repose ma question. Donc, il y a l'analyse de sang qui est la plus précise aujourd'hui au monde. Exactement. On ne peut pas faire mieux. Néanmoins, aujourd'hui, on utilise de moins en moins la prise de sang parce qu'il existe d'autres procédés. Et donc, malheureusement, comme vous l'avez dit plus tôt, il y a trop d'inexactitudes. Et donc là, l'objectif, c'est avec votre solution, c'est finalement balayer ces inexactitudes et de permettre quand même à une solution non invasive d'avoir des résultats concrets et réels et non erronés. Exactement. Et nous avons pu y arriver à travers des efforts croisés de différents domaines et pas seulement l'intelligence artificielle. Il faut dire que notre technologie, elle se base initialement sur une innovation dans la physique des matériaux. Donc, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle un métamatériau, donc, que nous avons inventé nous-mêmes, qui nous permet de pouvoir mesurer d'une façon vraiment efficace et indolore et bien entendu parfaitement non invasive la concentration de la glycémie dans le sang. Et ensuite, nous avons fait l'expérimentation en plusieurs étapes à travers un protocole qui est bien établi jusqu'à arriver à une expérimentation directement en comparant avec des analyses de sang que nous avons menées au Maroc, donc en parallèle avec des dispositifs qui sont médicaux, qui sont utilisés dans le marché pour qu'on puisse valider notre approche. Les résultats concluants, aujourd'hui, vous pouvez le dire ici sur le plateau de Diasp Africa, vous avez réussi quelque chose de très innovant qui va révolutionner la gestion de la santé, et ça j'insiste dessus. Alors, encore une fois, vous êtes sur le continent africain, vous êtes originaire du Maroc. On tient à le dire ici sur le plateau de Diasp Africa. Et c'est important aussi de promouvoir cette excellence africaine dont vous faites partie, monsieur. Et donc aujourd'hui, se dire que ce produit, il a été créé sur le continent africain, est-ce que c'est bien le seul produit de ce type-là au monde ? Exactement. Alors, le produit, ses concepteurs et l'ensemble de l'équipe satellite qui entoure ce produit, c'est un produit 100% africain. Donc, même nos études ont été menées en Afrique. Donc, j'ai fait toutes mes études au Maroc. Mes collègues ont aussi mené toutes leurs études au Maroc. Et actuellement, il n'existe aucun autre dispositif qui peut donner la même promesse que ce que nous donnons donc, par rapport à la précision au niveau des prélèvements de glycémie. Alors, c'est quoi la suite ? Donc, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous avez testé, donc les résultats sont concluants. C'est quoi ? C'est la mise sur le marché ? Parce que je suppose que ça demande énormément de financement pour mettre cela sur le marché, pour rendre ce produit accessible. On en est où aujourd'hui ? Oui, en effet. Actuellement, donc, nous travaillons avec ce qu'on appelle le Love Money. Donc, nous avons financé nous-mêmes le projet donc, pour que ça puisse démarrer. Mais ce que nous sommes en train de créer, c'est tout un écosystème autour de ce produit. Un écosystème qui concerne plusieurs applicatifs, plusieurs intelligences artificielles donc, qui sont menées et qui se détachent un peu du mouvement de la hype autour de ce qu'on entend actuellement sur l'intelligence artificielle et juste à travers le chat et des bots qui vous répondent directement. J'ai en fait le plaisir de dire au nom de tous mes collègues au Maroc qui ont travaillé avec moi sur ce sujet-là que nous avons mis en place une intelligence artificielle non générative. Ça signifie qu'elle est immunisée contre le phénomène d'hallucination pour tout ce qui est diagnostic médical, dans l'objectif de proposer un assistant d'accompagnement à nos utilisateurs qui leur permet de pouvoir améliorer la qualité de leur vie sans se priver en fait, des petits plaisirs. Donc ça veut dire qu'effectivement vous mesurez la glycémie, mais à côté de cela, il y a une intelligence artificielle qui va accompagner donc, les patients, c'est bien ça ? On parle en général d'utilisateurs parce que bien entendu, il y a des personnes qui sont en difficulté, mais il y a aussi les personnes qui veulent juste
bien vivre. Mais ça, c'est important de le dire pour le coup, parce que quand on parle de glycémie, on se dit non, je ne suis pas diabétique ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin. Alors que finalement, on peut tous avoir besoin de connaître notre glycémie. En effet. Pourquoi? En effet. Par exemple. Parce que même si on n'est pas diabétique, il faut prendre en considération que le sucre qui est présent parfois de façon transformée, parfois de façon naturelle dans nos aliments, est un élément crucial dans le fonctionnement de notre corps, mais aussi un élément qui menace notre santé. Bien sûr. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'on devrait tous contrôler notre taux de sang, notre taux de sucre dans le sang. C'est important pour bien vivre et pour finalement prévenir les potentielles maladies, parce que la glycémie, le sucre peuvent entraîner de nombreuses maladies. Et même quand on parle de cancer aujourd'hui, on sait que le sucre fait partie des causes, des grandes causes du cancer, quoi. En effet, et notamment le cancer du côlon qui est considéré actuellement comme étant une conséquence des problèmes métaboliques qui sont tout simplement causés par le sucre. Exactement, donc c'est très 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 important. Alors pour nos téléspectateurs, parce que là on fait aussi de la sensibilisation, c'est ce qui est intéressant et beau, c'est-à-dire que nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'ils soient diabétiques ou pas, aujourd'hui il y a une possibilité d'avoir un produit. Et quand je dis une possibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une personne lambda, par exemple Aïssatou, peut se procurer se procurer donc ce produit qui va lui permettre de tester sa glycémie, de voir sa glycémie et en même temps d'avoir des informations, d'avoir un accompagnement personnalisé sur comment je dois mieux vivre avec ce que je mange, entre guillemets. Exactement, exactement. Et puis c'est tout un écosystème. Donc c'est inclus le capteur. Et nous, on prend fierté au fait que nous sommes amis avec tout le monde, même avec les constructeurs de bracelets. Donc on peut se mettre sur des bracelets, sous des montres, etc. Donc on peut cohabiter avec toute technologie qui est déjà utilisée par nos utilisateurs, mais aussi qu'on prend en considération le contexte socio-économique, votre contexte socio-économique et aussi votre contexte géographique. Parce que ça ne sert à rien de vous proposer de prendre des aliments qui n'existent pas dans votre pays, qui doivent être importés ou bien qui vont être hors de prix par rapport à vous. Très, très, très important, sachant que sur le continent africain, par exemple, il y a des aliments spécifiques qui sont très bien pour la santé et qu'il faut promouvoir au plus. Et puis, pareil, si on est en France ou aux États-Unis, pareil, il y a aussi des aliments qu'on peut utiliser et qu'on n'a pas forcément, auxquels on n'a pas accès sur certains, par exemple en Afrique et autres. Alors, juste pour information et pour les téléspectateurs, donc moi, je vois une sorte de bracelet donc, à l'écran. Donc, c'est un bracelet qu'on enfile donc, sur le poignet, c'est bien ça ? Alors, ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas déjà de montre connectée ou de bracelet. D'accord. Par contre, le plus important, c'est le petit bout qui vient se coller directement au-dessous de votre poignet. D'accord. Et qui va être en contact avec votre peau. D'accord. Et qui va permettre de pouvoir envoyer les signaux aux bonnes fréquences, recueillir les réponses et les traiter pour pouvoir estimer le niveau de glycémie. D'accord, c'est étonnant. Peut-être des questions, parce que on est dans le futur, je crois. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et pour finir, donc l'accessibilité, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se procurer ce produit ou il n'est pas encore sur le marché? Actuellement, nous sommes dans le processus. Donc, nous avons déjà envoyé la demande de brevet, bien entendu, pour pouvoir protéger la technologie. Et nous nous sommes assurés aussi de déclencher les procédures nécessaires auprès des différentes organisations de santé pour pouvoir certifier notre système. Mais très très prochainement, donc nous sommes déjà en phase de test des applicatifs et de l'intelligence artificielle tout autour. Et nous constituons notre équipe de choc de bêta-testeurs qui sont du domaine médical et du domaine nutritionnel pour qu'ils puissent vraiment apporter un point de vue critique. Nous croyons en un proverbe qui dit « Celui qui parle tout seul a toujours raison ». Et donc notre objectif, c'est de pouvoir ramener des gens qui n'ont rien à voir avec nous et qui vont tester et nous dire ce qu'ils en pensent. Bien sûr, et amélioration sur amélioration, on va avoir un produit quasiment parfait.
Je l'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, et oui, quand on dit avoir des talents du continent africain et les promouvoir, eh bien, c'est un exemple parfait. Donc, retenez son nom. Donc, bientôt, il n'aura plus même le temps de venir ici sur Diaspora Africa. Et oui, mesdames et messieurs, hein, oui, certainement. Hein, j'aurai toujours le temps pour... on espère bien. Alors, il s'appelle, retenez bien, Abdeslam Jacques Joud. Il est chercheur en intelligence artificielle et bien sûr, il est à la tête de Epinéon. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore. Merci. Je vous en prie. On continue cette émission. J'espère que vous vous portez bien, mesdames et messieurs. Dans un instant, on aura le plaisir d'écouter donc Mister L qui nous parlera de business. Oui, comment faire du business avec le textile. Mais tout de suite, voilà. On va faire descendre un peu la tension, non? D'accord. Ouais. Un petit peu, juste une petite question de culture générale. Oui, on aime apprendre sur le plateau de Diaspora Africa. On n'essaie pas de vous tester, vous, hein, mais surtout pour apprendre tous ensemble ici. Alors, question pour un champion, question pour une championne. Je compte sur vous, Aminata Traoré. Je vais essayer de représenter la gente féminine. Exactement. Alors, question. Vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Quel est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis? C'est le Maroc. Oui, Maroc. Ah ouais, ouais. Et oui, mesdames et messieurs. Donc, ah ouais, là, c'est... vous avez presque cassé les buzzers, là. Explication. Oui, Baba, explication. Le Maroc, en 1777, c'est le premier pays à avoir formellement reconnu l'indépendance américaine. C'est un fait souvent méconnu, mais historique. Il faut le savoir, mesdames et messieurs. Et maintenant, nous le savons. Alors, on continue. Il y aura peut-être une question à la fin, mais pour l'instant, c'est bien parti. Les Marocains ont respecté leur royaume quand même. Ça a été... Ouais. Allez, on continue avec vous, Baba. Ils font briller l'Afrique et le monde. Et là, c'est destination le Sénégal. Allez, c'est parti. Oui, alors aujourd'hui on met en l'honneur Ami Sarfal, surtout pour sa constance, parce que ça fait plus d'une décennie qu'elle se met au service de la jeunesse africaine. Alors elle est née à Dakar, elle a choisi de revenir au Sénégal après des études à l'international pour fonder le premier magazine venant d'une femme qui s'appelle Intelligence Magazine. Donc c'est le premier média politique et économique donc, créé par elle-même. Et à travers ce projet, elle met en lumière les acteurs du développement et encourage l'excellence. Mais comme elle aime bien son engagement, elle a créé un deuxième magazine par la suite qui s'appelle Ambition et qui est dédié à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles surtout. Et ensuite, elle a créé également la grande rentrée citoyenne pour sensibiliser les jeunes à l'action. Et c'est un événement qui rassemble chaque année des milliers de jeunes autour de l'engagement citoyen et de l'entrepreneuriat. Elle a l'habitude de parcourir un peu partout le monde pour rencontrer les étudiants de la diaspora pour les engager pour le développement de leur pays. Et donc forcément, elle a été distinguée. Elle a été parmi les 100 Africains les plus influents du continent. Elle a été femme de l'année, ambassadrice de bonne volonté pour l'éducation et la citoyenneté. Et si on voulait la mettre vraiment à l'honneur ici sur Diaspora Africa, c'est surtout sa constance depuis 2010. Elle n'a pas du tout changé. Elle a toujours évolué pour l'engagement des jeunes Africains et c'est pour ça qu'elle est sur ce portrait aujourd'hui. Et elle le mérite amplement. Merci beaucoup, Baba, pour cette mise en avant de ce type de profil. Merci, c'est très important pour nous voilà, de mettre en exergue donc, ces grandes personnalités, surtout ces grandes femmes qui font bouger les choses. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Alors, moi, je vous propose de faire encore un tour d'Afrique. Et là, on va en Afrique du Sud, où le radiotélescope Mercat à la pointe de l'astronomie mondiale. Je pense que ça va vous parler, mesdames et messieurs. Allez, destination l'Afrique du Sud. Et puis après, on revient avec notre chère Aminata Traoré. Inauguré en 2018, le télescope Mercat est l'un des plus grands radiotélescopes du monde. Situé dans la région isolée et peu peuplée du désert de Karoo, en Afrique du Sud, ce super radiotélescope place le pays sur la carte de l'astronomie mondiale.
Dans cette région, identifiée comme propice à la recherche astronomique, les 64 immenses antennes du MeerKAT écoutent l'univers, repoussant les limites de la connaissance scientifique à un niveau jamais atteint jusque-là. Les formidables capacités de l'instrument donnent aux scientifiques la possibilité d'étudier certains phénomènes cosmiques et de mieux comprendre l'expansion de l'univers. So the MeerKAT telescope is an array of telescopes which have been established. Le télescope MeerKAT est donc un réseau de télescopes installés dans le Karoo, un site de classe mondiale pour l'hébergement d'installations astronomiques. MeerKAT est probablement la première installation de ce type au monde à l'heure actuelle. Inaugurée en 2018, elle a été financée, conçue et construite par des agences sud-africaines et a mené des recherches scientifiques révolutionnaires au cours de 7 dernières années. Le radiotélescope a permis la première détection d'ondes radio provenant d'étoiles en formation situées dans des galaxies âgées de 13 milliards d'années. Ces premières étapes ne sont que le début d'un projet encore plus vaste, l'observatoire SCA, qui sera le radiotélescope au sol le plus puissant au monde lorsqu'il sera achevé d'ici à 2030. 10 États sont membres du projet SCA, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Italie, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Pour la conception et la réalisation du radiotélescope MeerKAT, l'Afrique du Sud a dépensé près de 205 millions d'euros, provenant essentiellement de fonds publics. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent les télescopes optiques qui photographient le ciel, les étoiles et les galaxies à travers l'univers. Un radiotélescope, quant à lui, ne capte pas les ondes lumineuses émises par les étoiles et les galaxies, mais les ondes radio émises par les gaz chauds des étoiles, des galaxies. En fait, tout ce qui nous entoure émet de l'énergie, non seulement dans le domaine optique, mais aussi dans le domaine radio. Nous contribuons à enrichir les connaissances qui seront accessibles à tous. De plus, tout ce que nous apprenons ici est utilisé à l'échelle internationale. Nous avons donc le sentiment de contribuer à un environnement plus vaste en termes d'information et de développement technologique. Un projet comme MeerKAT est important. Il est fondamental pour le développement d'une économie du savoir. Il devient ainsi un catalyseur pour le développement de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes et des nouvelles technologies de demain. Allez, de retour de l'Afrique du Sud, mesdames et messieurs, on continue cette émission avec vous, Aminata Traoré. Je vous propose de venir à la barre afin qu'on puisse découvrir votre profil. À la barre, s'il vous plaît. Aminata Traoré, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes ancienne business développeur dans les nouvelles technologies, donc ça vous parle, tout ce qu'on a dit depuis le début, et notamment aussi cette dernière vidéo. Vous avez choisi, il y a près de 10 ans, de vous consacrer pleinement à l'éducation nationale. Vous êtes professeur, vous êtes une professeure engagée, c'est important de le dire ici, de le souligner. Donc vous accompagnez des élèves dans leur orientation, mais aussi dans leur développement personnel. Vous êtes référente pour les jeunes les plus fragiles, co-autrice de manuels scolaires, fondatrice de l'association Les Enfants du Djoliba. Vous œuvrez sans relâche, hein, on insiste encore une fois dessus, pour faire de l'éducation un véritable levier de transformation sociale, j'insiste, un véritable levier de transformation sociale. Et vous êtes entre la France et le Mali, votre pays d'origine. Alors, important, vous avez commencé bien sûr en France, vous avez vu, vous avez compris l'impact de l'école sur les enfants. Vous avez été référente dans la mission de lutte contre le décrochage scolaire et vous avez vu les conséquences donc du décrochage scolaire sur les élèves, mais vous avez aussi vu les bienfaits d'accompagner aussi les élèves. Et ça, c'est important, c'est ce qui a fait que finalement, vous continuez sans relâche, parce que vous changez des vies, c'est important de le dire.
Alors effectivement, donc, je suis donc, professeure d'économie-gestion en lycée et surtout présidente de l'association Les Enfants du Djoliba. Donc c'est une association qui porte un projet qui s'appelle Une école, une bibliothèque et on s'est donné pour mission en fait de créer des espaces de lecture au sein des écoles publiques au Mali. Donc je dis on s'est donné comme mission, en réalité c'est pas notre mission mais c'est la mission en fait finalement que les personnels éducatifs, que les familles finalement nous confient de permettre à leurs enfants à un moment donné de pouvoir avoir accès au savoir et à la connaissance via les livres. Exactement, via les livres. Donc, votre objectif, c'est bien sûr d'amplifier donc ce projet, à savoir là, vous allez commencer par déjà par une bibliothèque, puis 2, etc., etc. Et donc, l'objectif, c'est de permettre donc à des enfants qui vont pas forcément à l'école, mais aussi à des enfants qui vont à l'école, mais qui n'ont pas accès donc à des manuels, qui n'ont pas accès à des savoirs qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc, vous avez commencé. Quels sont les résultats que vous avez pu constater? Parce que là, vous avez quand même du recul. Vous êtes déjà passé dans l'émission il y a peut-être 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Les enfants ont grandi, les enfants ont appris. Que sont-ils devenus? Alors, les enfants fréquentent toujours finalement l'école, les 2 écoles dans lesquelles on a installé les bibliothèques, puisqu'on est sur une tranche d'âge qui va entre 6 et 18 ans, donc l'équivalent du CP à la 6e ici en France. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a de beaux taux de fréquentation. Encore une fois, c'est une demande, c'est-à-dire que quand on met l'enfant au contact du livre, il aime venir à la bibliothèque. On a créé vraiment des espaces qui permettent aux enfants finalement de se sentir bien. Et on a une démarche afrocentrée, puisque les livres en fait qu'on propose aussi aux enfants sont des livres dans lesquels qui leur permettent finalement de se raconter. Ça raconte des histoires en fait auxquelles ils peuvent être sensibles. En tout cas, je parle pour les plus petits. En revanche, pour les plus grands, la question de la lecture, elle est universelle. Donc finalement, c'est plus une ouverture vers le monde qu'autre chose. On met en place aussi des ateliers pluridisciplinaires, donc en langue nationale notamment, parce qu'il est important de savoir que le français n'est pas la langue maternelle de ses enfants. Donc c'est important aussi d'intégrer cette notion-là et de faire venir finalement, on fait venir des journalistes, on fait venir des écrivains, on travaille sur de la poésie ou sur comment dirais-je, des livres en fait qui ont été finalement écrits par des auteurs africains. D'accord, donc c'est on a une démarche afrocentrée. C'est plus qu'une simple bibliothèque, c'est une bibliothèque, mais en même temps, il y a des rencontres avec des profils inspirants qui peuvent tout simplement donner une certaine voix donc, à ces jeunes. Quand je dis voix, VOIX et VOIE, donc c'est important de le dire ici sur le plateau. Alors, clairement, aujourd'hui, donc vous êtes dans 2 écoles. Comment ça se passe sur le terrain? C'est-à-dire que je sais que vous aimeriez faire plus et plus vite, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et surtout, on est dans une démarche qualitative. Effectivement, on peut se dire en 3 ans, on aurait pu ouvrir peut-être 10 bibliothèques. Mais non, nous, on est dans une démarche qualitative. On n'est pas dans du one-shot. Donc, comment ça se passe? Concrètement, en fait, on recrute donc des documentalistes, des personnes en fait, qui ont passé la formation, le concours en fait, pour être documentaliste au Mali. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles publiques et dans les écoles d'une manière générale, du coup, ces personnes-là en fait, se retrouvent en fait, je ne vais pas dire sur le carreau, mais presque. En tout cas, se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas amenés finalement à exercer le métier pour lequel ils ont fait une formation. Donc nous, on recrute des documentalistes donc, qui ouvrent les bibliothèques sur le temps scolaire, mais également en dehors du temps scolaire, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir des enfants qui ne fréquentent pas les bibliothèques dans lesquelles on a installé les écoles. Donc des enfants qui sont éloignés de l'école et qui, du coup, le week-end, sur les temps où ils ne travaillent pas, peuvent venir, encore une fois, à l'école, travailler sur différents types d'ateliers. Ça va de la prise de parole, en passant par l'écriture, la lecture, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire. Donc on repart sur les fondamentaux, à savoir le livre et tout cela nécessite une véritable organisation, une équipe, donc des fonds pour pouvoir permettre à ce que ça fonctionne. Donc comment vous faites? Alors nous, pour le moment, en tout cas, les bibliothèques qu'on a ouvertes ont été financées à 100% par les particuliers. Voilà, 100% par les particuliers, 100% par des personnes en fait qui nous ont fait confiance. Donc on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. On va sur le terrain. On a réalisé un documentaire pour que les personnes puissent vraiment comprendre en fait à un moment donné la puissance déjà de l'outil livre, mais la puissance d'installer une bibliothèque au sein d'une école publique et derrière, encore une fois, de mettre en place des ateliers
pluridisciplinaires qui permettent vraiment à un moment donné aux enfants de pouvoir acquérir une autonomie intellectuelle, parce que nous, c'est notre objectif en fait, c'est se dire à un moment donné, bon bah on va en Afrique, on a ouvert une bibliothèque ou on ouvre une école. L'idée, c'est en fait nous quand on repart en France, c'est que derrière en fait le lieu puisse fonctionner en autonomie et se dire qu'à un moment donné, ces enfants, encore une fois, qui ont été au contact du livre, en contact de la lecture, qui savent lire, qui savent penser par eux-mêmes, vont pouvoir devenir en fait finalement des citoyens en fait éclairés. C'est aussi ça notre mission, c'est de permettre à un moment donné justement à ces enfants-là de pouvoir penser par eux-mêmes. Tout simplement, c'est très important. Penser aussi le monde dans lequel ils vivent. Tout à fait. Voilà. Alors, je me permets de le dire, ce que vous faites, c'est à la fois un acte politique et militant, on peut le dire ici sur le plateau de Diaspora Africa. Qu'est-ce que vous revendiquez? Quelles sont vos revendications? Pourquoi tapez-vous du poing aujourd'hui, Aminata Traoré? On tape du poing sur la table parce qu'on dit que l'éducation est un droit fondamental. Donc tous les enfants devraient pouvoir avoir accès déjà à une éducation de qualité. Donc après, la marchandisation du système éducatif, voilà, c'est quelque chose que l'on voit en fait dans tous les pays. Mais c'est une forme d'injustice, donc on se bat quelque part contre cette injustice, contre le fait que certains enfants n'ont pas accès au savoir et à la connaissance, que certains enfants vont faire toute leur scolarité sans être au contact du livre, c'est-à-dire de prendre un livre, de le ramener à la maison, de le lire, ça n'existe pas pour certains. Et qu'on est dans des réalités qui sont des classes à effectifs pléthoriques qui peuvent attendre jusqu'à 100, 120 élèves par classe, un manuel pour 4 élèves, pas de table-banc, enfin des réalités qui, nous en tout cas, on sait qu'on peut œuvrer dans ce sens-là, en tout cas. En tout cas, on essaye de mettre en place des choses, on a mis des choses en place, on a créé un modèle qui fonctionne et qu'on est en train de dupliquer. Donc après, j'invite les pouvoirs publics peut-être à s'emparer de la question et à faire en sorte que, voilà, on travaille ensemble. Nous, on a l'expertise aujourd'hui, ça fait 3 ans, plus de 3 ans même qu'on travaille sur cette question-là et ça fonctionne. Quand on entend un enfant nous dire qu'en fréquentant la bibliothèque, il a appris à lire, je ne sais pas ce qu'on leur peut apporter de plus comme preuve, en fait. On est totalement d'accord. Donc, vous l'avez dit, vous avez fait un événement tout récemment pour sensibiliser, pour informer, mais aussi pour peut-être récolter des fonds. Comment ça se passe? Vous l'avez dit, ce sont les particuliers qui vont financer donc, ce type de bibliothèque. Comment vous vous organisez? Comment vous réussissez à obtenir ces fonds? On réussit à obtenir ces fonds parce que je pense que la cause de l'éducation et la cause des enfants, c'est quelque chose en fait finalement qui touche en fait les personnes. Les gens font des dons, les gens font des dons. Les gens font des dons. On a une plateforme, Eloasso en fait, c'est une plateforme qui est assez connue. Donc les gens font des dons. On a des adhérents aussi, des personnes qui ont décidé de s'investir aussi au sein de l'association. Et c'est grâce à ces dons-là en fait qu'on a réussi à ouvrir un lieu comme celui qu'on est en train de voir là sur les images, et un beau lieu en fait. C'est-à-dire que on a du beau mobilier, on a des illustrations sur les murs, on a des livres encore une fois de qualité, on a du personnel de qualité et on fait grandir intellectuellement les enfants quotidiennement au sein de cette bibliothèque-là. Bravo. Voilà. Comme on dit, il y a des gens qui marquent le monde et vous en faites partie parce que c'est important. C'est-à-dire que vous changez l'avenir d'un enfant, mais changer l'avenir d'un enfant, c'est changer l'avenir de la descendance de ces enfants-là. Et ça, c'est magnifique quand on vit, quoi. On se dit, ouais, j'ai réussi. C'est ça, réussir sa vie. Et donc, moi, je vous applaudis encore une fois ici. Sur le plateau. En tout cas, vous avez été très clair, oui, clairement clair. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous souhaitez soutenir donc ce projet, l'association, eh bien, n'hésitez pas à contacter Aminata Traoré et faire partie de l'aventure. Je vous en prie. Sur nos réseaux sociaux, les enfants du Joliba, Instagram. N'hésitez pas à venir voir en fait ce que l'on fait concrètement sur le terrain. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, on a fait un documentaire sur nos activités donc au Mali. Et ce documentaire, en fait, ça permet de venir avec nous finalement en immersion et comprendre ce qu'on fait réellement. Une petite tournée entre guillemets est prévue, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à venir assister à une projection privée. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer les dates pour qu'on puisse informer donc, les téléspectateurs. Donc on rappelle les enfants du Joliba, donc Joliba avec un D, c'est DJ. Et voilà, regardez ce qu'ils font et puis participez. Voilà, merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci bien.
Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission très inspirante avec deux magnifiques profils. Et oui, l'Afrique est belle et vous avez pu le voir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, on poursuit. Alors, avec l'agenda des diasporas, voilà, on essaye de promouvoir les événements en lien avec le continent africain, que ce soit sur le continent africain, en Europe, en Asie, peu importe, mais en tout cas, on promeut. Allez, c'est parti, l'agenda des diasporas. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau. J'insiste, n'hésitez pas à nous envoyer vos différents événements afin qu'on puisse les promouvoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, on va faire une courte pause et puis on revient dans un instant avec vous, Mister L. Alors, vous, on va parler business dans la chronique dynamique africaine, une chronique qu'on aime beaucoup ici sur le plateau de Diaspora Africa parce qu'on essaie de promouvoir aussi du business, on essaie de promouvoir des secteurs d'activité qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de s'en sortir sur le continent ou ailleurs. Donc, on revient dans un instant, n'est-ce pas? Oui. Ok, mesdames et messieurs, court instant de pub et on revient. Avec nos deux invités, nous avons le plaisir d'avoir Abdeslam Jacques Joude, donc chercheur en intelligence artificielle et directeur de la recherche chez Epinéon. Donc ils ont innové, c'est 100% africain, donc la santé connectée, et oui, ils font partie des leaders et ils ont créé un produit qui permet de mesurer la glycémie sans piqûre et à accompagner tout ça de l'IA, n'est-ce pas? Rapidement pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Exactement. Donc l'idée est de pouvoir mesurer de façon indolore et aussi continue l'évolution de la glycémie, de pouvoir prévenir et accompagner nos utilisateurs sur le long terme pour améliorer leur santé métabolique à travers la nutrition en premier lieu et aussi à travers le monitoring continu de leur santé métabolique. Très bien, et c'est très important. Et on insiste que ce n'est pas destiné qu'aux diabétiques, même si on voit que sur le continent africain, il y a une flambée, il y a un gros développement donc, des diabétiques, malheureusement, avec le changement alimentaire que nous avons. Donc il y a voilà, beaucoup de diabétiques, et même la sonnette d'alarme est tirée. Donc voilà, que vous soyez diabétique ou pas, donc c'est un produit, c'était une innovation qui va changer, qui va aussi anticiper éventuellement les maladies qui pourraient arriver. Et donc bravo, encore une fois, on insiste, c'est une innovation, ça n'existait pas, ils ont un brevet, vous pouvez essayer de copier, c'est terminé, il y a le brevet, désolé, c'est déposé, donc arrêtez, hein. Les États-Unis, on vous voit derrière l'écran. Et voilà, et à côté de vous, vous avez Aminata Traoré, une grande dame qui promeut
qui promet et qui promeut la lecture sur le continent africain avec ses bibliothèques pour tous et son association Les Enfants du Djoliba, donc une femme voilà, qui a changé la destinée de nombreux enfants sur le continent et qui a besoin d'être accompagnée pour continuer, pour développer tout cela. Elle est avec nous ici sur le plateau, vous confirmez? Je confirme et j'invite tout le monde à nous rejoindre pour donner, comme on dit, le super pouvoir du savoir et de la connaissance à tous les enfants parce qu'ils le méritent. Voilà, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Le moment est arrivé de parler business, de parler flouze, de parler monnaie. Et oui, allez, c'est parti pour Dynamique africaine, le secteur du textile. Ouais, pourquoi pas? Allez, on regarde. Oui, alors comme d'habitude, hein, on donne toujours des petites idées à notre population de la diaspora pour s'ils ont envie de revenir au pays, etc., pour faire des choses qui peuvent les faire vivre et peut-être même leur améliorer leur vie. Bah, c'est dans le textile, dans le recyclage du textile. Il faut savoir que l'Afrique est un grand dépotoir, hein, malheureusement, pour tous les déchets et textiles y compris. Mais ce dont je parle moi, ce n'est pas le textile qui va être importé d'Europe, mais plutôt tout ce qui est pagne, qui traîne un peu dans les maisons, etc. Tu sais, le wax, basin, etc. Qu'il est parfaitement possible de recycler dans des objets tels que pochette de téléphone, sac. Tu vois, par exemple, si tu regardes dans les magasins, il y a des sacs en plastique aujourd'hui. Et on te propose des alternatives qui coûtent 2-3 € quand même, hein, quand tu l'as en caisse. Hein. Bah là, c'est quelque chose qu'on peut produire et là, moi, j'encourage pour l'export. Pas forcément pour le marché local. C'est possible le marché local, mais pour l'export, c'est facile parce qu'il n'y a pas de barrière, notamment comme pour les produits alimentaires, tu vois, où tu dois respecter certaines normes, etc. Et est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous connaissez un petit peu le poids du marché mondial du recyclage du textile? Vous avez une idée? Plusieurs milliards, moi, je dirais. Ouais, 7 milliards. 7 milliards, les derniers chiffres. Et c'est un marché qui prend 6% chaque année. Ah, oui. Et en 2027, c'est quasiment 10 milliards. Et en Afrique, on est encore en retard. Toujours pareil, on est à moins d'1 milliard. Donc ça veut dire que, par exemple, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il faut savoir que l'investissement n'est pas énorme. Des couturiers et des couturières, il y en a plein en Afrique. Tu vois, donc ça veut dire que tu peux t'appuyer sur un tissu de gens qui sont... Et toi, tu viens, tu apportes juste les designs, notamment, ça peut être pour la maison, hein. Là j'ai dit des sacs, etc., mais ça peut être des dessous de verre, ça peut être des sets de table. Il y a beaucoup d'étais d'oreiller. C'est-à-dire qu'on peut recycler, et j'ai vu, en fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai balayé, la marge brute, c'est quasi entre 70 et 80%. Hein. C'est vraiment très fructueux et ça ne nécessite pas un énorme investissement. Ça nécessite d'avoir un petit peu de réseau, d'avoir des débouchés. Notamment la diaspora ici en Europe et en Occident. C'est très très facile d'exporter des produits qui sont fabriqués pour pas très très cher, qui peuvent rapporter de l'argent à l'investisseur et qui peuvent créer des emplois localement, donner du travail à des gens qui sont dans le domaine de la couture, etc. D'accord. Juste le process, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un basin que je ne mets plus parce que je suis partie à un grand mariage, tout le monde l'a vu, donc il n'est plus mettable. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le vrai cas de figure. Hein. C'est le cas de figure. Et donc, je fais quoi? Il est dans mon armoire, il traîne là-bas, je ne l'utilise pas. Donc là, tu proposes donc, à des personnes de récupérer donc, ces produits-là à moindre coût parce que finalement, il est inutilisable. Parce que la personne s'en débarrasse, exactement. Et éventuellement de faire des produits avec. De faire des produits avec, voilà, c'est très facile à mettre en place si on sait, comme je disais, si on sait trouver les débouchés. Et les débouchés, moi je sais qu'en Occident, il y a ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle tout le marché ethnique, etc. Tu as le textile de maison, comme je te disais, tu as des sacs, tu peux faire des très beaux sacs avec. Hein. C'est pas des pochettes de téléphone, etc. Donc tu peux faire des produits pour la maison et des produits pour les personnes individuelles. Les têtes d'oreiller, ça peut être des hôtels, etc. Non, très intéressant. En tout cas, je pense que les téléspectateurs vont être contents. C'est pas extraordinaire, mais c'est quelque chose de... Ça existe. Et encore une fois, on reparle du montant. 7 milliards, c'est un marché qui pèse 7 milliards dans le monde. On est à moins d'1 milliard. Il y a déjà du recyclage en Afrique, mais il y a encore de la place. On peut encore mieux faire. On peut apporter une petite touche de la diaspora. Une augmentation de 6% annuellement, c'est énorme. Donc il y a un véritable potentiel. Aminata Traoré, ça vous parle ? Oui, ça me parle complètement et effectivement c'est très pertinent comme idée de business, c'est écologique. Exactement. Il y a aussi cet aspect-là qui est écologique, effectivement. On peut revendiquer éco-friendly.
Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé pour le pitch. Et oui, vous savez, nous aimons cette rubrique-là. L'objectif, c'est de permettre aux personnes qui soient ici en Europe ou sur le continent africain de pitcher leur projet. Et là, c'est Ismaël Madiba qui fabrique des pirogues avec des bouteilles recyclées. Et oui, le recyclage est à la mode ici sur Diaspora Africa. Allez, on regarde et puis on revient. Je suis Ismaël Issomen, je suis fondateur d'une initiative qui s'appelle Madiba et Nature, basée au Cameroun, qui a pour but de lutter contre la pollution marine, urbaine, et nous sommes spécialisés dans la valorisation des déchets plastiques, des déchets marins, en des projets utiles. Nous avons mis sur pied l'EcoBoat, qui est cette pirogue faite de bouteilles en plastique, qui a pour but de promouvoir d'abord l'écotourisme, c'est-à-dire la valorisation de nos plages. Et également, ces pirogues ont un but secondaire qui est non des moindres, qui est celui d'encourager une pêche durable. Mais surtout, la valorisation de nos espaces naturels, parce que vous savez, le tourisme, l'écotourisme est une activité qui permet à des pays développés d'avoir beaucoup de activités génératrices de revenus autres que l'industrie. Nous avons récemment mis sur pied un modèle d'éco-bin, c'est-à-dire une poubelle faite de bouteilles en plastique qui est installée dans les villes pour faciliter le tri sélectif des déchets. C'est notre vision, notre projet d'accompagner le Cameroun dans la mise sur pied d'un système intelligent de tri des déchets. Nous avons récemment développé une application qui est téléchargeable sur Play Store, qui s'appelle Madiba et Nature, et qui a pour but d'inclure les populations, les ménages, les entreprises, les différents stakeholders dans le système de gestion des déchets, où vous pouvez simplement nous contacter, vous pouvez vendre vos déchets. Le but étant de mettre de la valeur ajoutée à ces déchets pour inciter les citoyens à amener les déchets. Les difficultés que nous avons notamment, comme je viens déjà de l'énumérer, c'est pouvoir avoir assez de ressources pour couvrir tout ce territoire, mais surtout valoriser toutes ces entrées de matières premières que nous avons en les transformant, c'est-à-dire en acquérant des machines capables de assurer ce process. Également, nous avons besoin de travailler avec la diaspora, que des personnes puissent intervenir comme un investisseur, prendre des parts et contribuer à la croissance de cette initiative qui, au début, s'est voulue inclusive. Et nous avons notre expérience limitée. Nous pensons pouvoir compter sur notre communauté et sur tout potentiel bailleur de fonds qui croit en cette initiative, car le Cameroun a de plus en plus d'ouverture stratégique. Allez, mesdames et messieurs, moi j'applaudis. Bravo à Ismaël Madiba. Magnifique innovation, magnifique fabrication. Et oui, des pirogues avec des bouteilles recyclées. Bravo. Et c'est un honneur de vous avoir ici sur Pitch. Et nous allons conclure cette émission avec donc une question de Alina qui nous vient de Madrid. Alors, diaspora, trait d'union ou simple figurant dans les relations entre l'Occident et l'Afrique. Donc, je vous laisse lire la question à l'écran. Donc oui, diaspora, trait d'union ou simple figurant dans les relations Afrique-Occident. Vous en pensez quoi, Aminata? Je pense que non, la diaspora n'est à aucun moment figurant dans les relations Afrique-Occident. Aujourd'hui, elle joue pleinement son rôle. Elle joue pleinement son rôle. Elle a pris sa place. Et je pense que voilà, elle a tout l'avenir devant elle. Très bien. Baba? Non, moi je dirais oui, comme elle, trait d'union. Et même si elle ne le veut pas ou si elle ne le fait pas exprès, on va toujours la ramener à ses origines. Donc c'est toujours un trait d'union avec les relations Afrique-Occident. Et encore plus maintenant, où il y a une revendication vers l'Afrique. Donc pour moi, c'est vraiment un trait d'union. D'accord. Je me tourne vers vous. Moi, je dirais aussi trait d'union. Je le vois tous les jours de mes yeux. Donc, une forme de soudure déjà entre les éléments de la diaspora
donc quelles qu'en soient les origines, mais aussi une capacité à donner une belle représentation du continent africain et à tisser des liens, et que ce soit au niveau économique ou au niveau culturel. C'est important de le dire, effectivement. On va continuer avec vous. Oui, en fait, il fut un temps où c'était figurant, effectivement. C'est vrai, il fut un temps où c'était figurant, et aujourd'hui, je dirais même trait d'union actif. Pas seulement trait d'union, mais trait d'union actif, parce qu'il y a des initiatives qui sont prises. Et d'ailleurs, c'est bien pour les deux parties. Hein. C'est bien pour le continent africain, et c'est bien pour l'Occident, d'une manière générale. Je crois que c'est vraiment, tout le monde est gagnant dedans. À partir du moment où on devient effectivement actif, c'est-à-dire qu'on est porteur de projets et qu'on utilise, on va dire, les relents, les leviers des deux bords. C'est vrai que la diaspora, les diasporas ont souvent demandé à être reconnus aussi bien d'un côté que de l'autre côté, et vraiment de jouer ce rôle-là de trait d'union, parce que souvent elle s'est dit, bah non, on joue ce trait d'union pour certaines choses, mais pas pour les choses les plus importantes, à savoir peut-être voilà, créer ce véritable lien, faire en sorte que, pareil en France, hein, aujourd'hui on voit que maintenant les diasporas sont à des postes stratégiques quand ça concerne le lien avec le continent africain, et sur le continent africain, maintenant on fait aussi appel à la diaspora pour faire ce lien avec l'Occident et finalement créer des synergies. Et ça c'est important, c'est vrai que ça se développe, mais ce n'était pas le cas encore tout récemment. Et en tout cas, merci donc à Alina d'avoir souligné ce point-là. Bah voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Merci à vous, Aminata Traoré, qu'on peut applaudir avec son association Les Enfants de Djoliba. Merci à Abdeslam Jacques de chercheur en intelligence artificielle de nous avoir parlé de son magnifique projet. Merci bien sûr à Babadem ainsi qu'à Mister L. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci.